Bien, moi, mon nom, c'est Jacques Vallée. Je suis le cadet de la famille de Jean Vallée. Nous étions chez nous 10 enfants, dont 6 garçons, 3 filles. Et j'ai vécu dans cette maison-là, ici, jusqu'à 17-18 ans. Je suis marié, je me suis installé à la maison voisine, de l'autre côté du motel. Puis qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie comme métier? Ah, j'en ai fait plusieurs. J'ai commencé par... j'étais dépanneur en électronique, en télévision, tout ça. Puis j'ai été agent d'immeuble pendant 7 ans. Puis j'ai été photographe pendant 20 ans. Puis j'ai été conseiller municipal pour finir. J'ai mal fini, mais tout cas. Parfait. À votre tour. Moi, mon nom c'est Michel Vallée. Moi, je suis de la 5e génération. J'ai toujours habité à Plessisville. Mon père, c'était Jean-Louis Vallée. Mon père, c'était l'aîné, finalement, de la 4e. Puis comme métier, finalement, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. J'ai pris la succession du motel de mes parents, qui habitaient ici en face. La maison en face, c'était notre maison, nous autres, là. Puis notre famille, on était 50 ans restaurateurs, ici à Plessisville. Puis mon épouse et moi, on a fait ça durant 30 ans. Puis après ça, finalement, on a vendu l'établissement. Puis là, j'ai pris une retraite prématurée, puis je me suis réactivé pour avoir des activités avec Poste Canada. Donc, juste m'expliquer un peu comment votre famille est arrivée à Plessisville en tant que telle. Ah, ben nos parents sont arrivés de Beauport. Premièrement, ils viennent de Normandie, en France. Puis notre ancêtre à nous s'appelait Pierre Lavallée. Et son frère s'appelait Jean Lavallée. Jean Vallée. Lui s'est installé à Sainte-Famille, l'île d'Orléans. Puis Pierre Lavallée a eu 9 enfants et 94 petits-enfants. Pas pire. Bien, ils sont partis de Beauport, ils sont arrivés à Plessisville ici en 1839. Puis Plessisville, je pense que ça a commencé vers 1835. Les premières familles, c'était Jutras, Provencher, puis Sévigny, je pense, tout ça. Les Bourques sont arrivés très tôt. Mais nous, on était franchement là, dans les premières années. Puis ils sont partis, c'était Jean Vallée avec son frère Antoine, qui sont partis de Beauport avec un cheval puis une charrette. Mon père a fait une peinture de ça en passant. Oh. Je vais vous la montrer. Donc, c'était ça. Ils sont partis de Beauport, puis avec un cheval, puis une chose en arrière, puis ils sont arrivés ici, puis ils se sont installés ici sur la terre des Vallées. Puis la terre qu'on avait ici, finalement, c'était 1,5 miel en descendant, 1,5 miel en montant. Jean Vallée était installé ici, puis l'autre à côté, c'était son frère Antoine. Super. Alors, combien de générations au total ont habité à Plessisville? Oui. Ben, 6 générations. Puis nos petits-enfants sont la 7e. 7e génération. Au Québec, on ne voit pas ça souvent, là. Puis vos petits-enfants sont toujours... Ben, ils habitent pas ici à plein temps. Ils viennent ici plusieurs fois par année, dans le temps des fêtes, à Noël, à Pâques. Tout le monde est là autour de la table, là, mais ça fait quand même une grosse famille. Puis je pense que finalement qu'au niveau du patrimoine bâti, ici dans la région des Bois-Francs, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui est plus vieux que ça ici. Parce que ici en arrière, on a la maison d'implantation. Ça, c'est la maison quand ils sont arrivés avant de défricher les terres. Là. Ils ont construit une petite cabane, là, puis là, ça a dû prendre des années, tout défricher ça avec des bœufs, des bœufs, là. Puis ensuite, ben, un petit peu plus tard, ils ont construit la maison dans laquelle on est ici. Là, la maison, c'est 1847. Puis ensuite, quand la famille s'est agrandie, finalement, ils ont fait la cuisine d'été, qu'on va voir tantôt, là, 1877. Puis cette maison-là est Non, toujours... pardon, 1855, quand j'ai sauté. 39, 47, 55. 1855, la maison a été complétée, puis là, la famille, elle devait être grosse, là, je ne sais pas, demander à Jacques. Parce que, hein? Ben, moi, je suis né en 1934. C'était durant la Grande Crise. C'était entre les deux guerres.
Fait que j'ai vu pas mal de développement entre cette période-là puis ce que c'est qu'aujourd'hui. C'est ça. Moi, j'ai été élevé ici, dans cette maison-là. Puis vous avez parlé des deux guerres, en fait. Est-ce que ça, vous avez vu des répercussions ici à Plessisville par rapport aux deux guerres? Ben, nous, on n'a pas eu de répercussions parce qu'on était en campagne. Puis les gens de la campagne ont été quasiment, je dirais, privilégiés parce qu'aujourd'hui, je demeure en ville, puis je rencontre des gens qui, où est-ce que je demeure, qui ont fait la guerre, puis tout ça. Puis eux, ils me disent, nous autres, on n'est pas des héros. Quand on est allé à la guerre, c'est parce qu'on n'avait rien à manger, on n'avait rien pour se vêtir, puis on s'est engagé dans l'armée pour avoir tout ça, pour avoir de quoi manger, c'est ça. Donc, puis en campagne? En campagne, ben nous ici, ben, avec la ferme, on n'avait pas d'argent, mais on pouvait survivre quand même parce qu'on avait de la nourriture, on avait de la viande, on avait du sucre d'érable, on avait c'est tout. Notre mère nous faisait tout dans ce temps-là. Elle faisait du pain, elle faisait du savon, elle faisait boucherie à l'automne. Puis il y avait 2 moulins à coudre, puis ils cousaient. Puis quand finir leur journée à minuit le soir, ben, les 2 machines à coudre marchaient, puis ils me faisaient des vêtements. C'est comme ça on était mieux que les gens de la ville, en fait. Puis vous parlez de développement. En fait, vous avez probablement vu l'arrivée du téléphone, l'arrivée de l'électricité. Le chemin de fer. Ah ouais. Ah ouais, on avait le téléphone juste là, dans l'arrière de... Puis le téléphone, ben, j'ai lu un papier une fois que au début, il y avait un annuaire de téléphone pour Plessisville, Princeville, Victoriaville, puis Sherbrooke. Tout dans le même petit annuaire de téléphone. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait le téléphone. Mais nous, on avait le téléphone là avec un cornet. Ouais. Puis nous autres, c'était 2 coups. Monsieur Jean, c'était 4 coups. Puis l'autre voisin, M. Provencher, c'était 2 coups. Sur le même téléphone? Pour la même ligne. Quand ça sonnait 2 coups, on répondait. Ouais. Mais des fois, il y en a qui répondaient, puis c'était pas 2 coups. Je pense, je suis pas sûr, mais ça se peut que ça a été une des premières maisons électrifiées, ça, Plessisville? Peut-être pas électrifié, parce que les barrages électriques, c'était sur le bord de la rivière, là-bas. Ouais. Mais c'est pas l'électricité, c'est la treilleuse. Une treilleuse pour les vaches, là. Ils l'ont eu en 1920. C'était une bonne époque dans ce temps-là, parce que notre grand-père il était gérant au moulin de Kelly, puis en tout cas, ils ont fait du développement pas mal. Puis ça allait bien. De toute façon, mon père s'est installé comme ici sur la ferme. Il a commencé avec des poules. Ça allait bien avec ces poules parce qu'il a gagné des prix nationaux. Puis, tout ça. Puis après ça, la grosse mode, c'était une ferme laitière. Fait qu'il y a eu un troupeau de vaches. Puis à un moment donné, il y a eu de la maladie, puis ils ont tout perdu, ces vaches. Puis là, on est tombé, durant la crise, on est tombé pauvre. Oui. Mais, en tout cas, c'est ça. On a élevé, tous nos frères et sœurs, ils ont été instruits, puis ça a bien été. Donc votre ferme, en fait, elle était sur ce terrain-ci, présentement, qui compte les maisons aux alentours? Ah, il n'y en avait pas de maison là. Il n'y avait pas de maison ici, c'était des champs. Ici c'était dans le village de Somerset. Princeville, c'était Saint-Paul, puis ici, ça s'appelait Somerset. Puis la maison ici, c'était le lot 1A1 du village de Somerset. 1A1. Donc, c'était vraiment la première maison du village. Tantôt, j'ai oublié de vous dire que les 2 personnages qui sont là, c'est les 2 qui ont débarqué ici en 1839. Les photos ont été faites au crayon. Il n'y avait pas de Kodak dans ce temps-là. Puis c'est le père de cette dame-là, Julie Cormier, qui s'appelait Bruno Cormier, qui a fait son dessin finalement. Puis c'est ça. Mais Jacques parlait de sa génération, c'était difficile. Mais l'autre génération, avant, c'était un petit peu plus fast, si on peut dire. Parce que finalement, c'était le deuxième, Jean-Baptiste, qui est sur le cadre, là, on pourrait le prendre tantôt, là. Lui, finalement, il a eu beaucoup de titres ici. Il était maire de Plessisville, il était juge de paix, écuyer. Ensuite, il a fondé... Il était maire de Plessisville, puis il a fondé la fanfare de Plessisville. Il était gérant au moulin de Kelly, parce que le moulin de Kelly, c'était un gros employeur. Dans ce temps-là, il fait couper du bois, et c'était une concession. Bon. Donc, finalement, cette génération-là, ils ont tombé un petit peu dans la période victorienne. C'était la période là,
de 1880, 1890. Là. Puis par les costumes, les photos qu'on voit sur les costumes, on voit là finalement, tout le monde avait des beaux habits. Puis t'es bien habillé, hein, Jacques, tu sais, puis puis je pense qu'au niveau du travail, ça l'a bien, parce que lui, vraiment, il était un entrepreneur, puis il a fait beaucoup de choses. Il a fondé la fanfare en 1872, mais l'autre génération, un petit peu plus tard, finalement, là, c'était dans les années 30, là, tu parlais tantôt des années 1930, 40, c'est ça, la maladie, la crise, la crise économique, tout le monde est devenu pauvre. Il y a la moitié du Québec qui a déménagé l'autre bord du côté des Américains. Ça fait que ça brassait un petit peu dans cette période-là. Là. Moi, je regarde par la fenêtre, là, puis je vois encore, en avant, c'était des arbres, des gros arbres, des grosses rames. Puis il y avait, je vois encore M. Pepin. Il y avait 2 beaux chevaux noirs qui servaient pour tirer le corbillard. Puis l'hiver, il servait pour passer le rouleau. Il y avait un gros rouleau, parce qu'il n'ouvrait pas les chemins à cette époque-là. Il roulait la neige pour que ça soit tapé plus dur. Il tapait la neige. Puis moi, quand j'ai commencé à l'école, puis mes frères et mes soeurs aussi, bon, moi j'allais à l'école Saint-Calix en face de l'église. Je partais le matin, puis je m'en allais à l'école, puis je revenais le midi dîner, puis je retournais après dîner, puis je revenais à la fin de la journée. C'était ça. En 1945, ils ont commencé à ouvrir les chemins avec un camion, c'est M. Lionel Mercure, c'est ça. Ouais. Ça fait presque 200 ans qu'on est ici, là. L'histoire est longue un petit peu. En revenant à Jean-Baptiste, là, on va tomber un petit peu dans le show de la fanfare. Jean-Baptiste a été le fondateur de la fanfare de Plessisville. C'est un petit gars qui, à l'époque, qui aimait beaucoup la musique. Il était parent avec les Cormier. La maison Cormier, le sénateur, le notaire Cormier, c'était un petit peu sa famille, son entourage. Puis le notaire Cormier, c'était quelqu'un qui était instruit, musicien, puis il jouait du violon, puis il jouait de la clarinette. Puis donc, il a commencé à donner le goût de la musique, finalement, à son entourage. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Pour divertir les gens, finalement, ce qu'il y avait, c'était la musique. Ça fait que lui, finalement, en 1872, il avait à peu près 21 ans, je pense. Il est né en 1851. Il a fondé la fanfare. Puis là, à partir de ça, à un moment donné, ça a grossi finalement. Puis ça a duré jusqu'à dans les années... Jean-Baptiste a dirigé la fanfare durant 50 ans. Mon père, mon grand-père, le père de Jacques, environ 25 ans, puis mon père a complété. Donc, à la direction musicale de l'Harmonie de Plessisville, qui est en passant une des plus vieilles, sinon la plus vieille au Canada, qui ont été 100 ans à la direction musicale de la fanfare. Pendant qu'on est dans la fanfare, est-ce que vous pouvez me parler un peu des activités qu'ils faisaient, des événements peut-être auxquels ils sont allés? Ah oui, je me souviens, moi je n'ai pas été musicien, je n'étais pas musicien. Mais je me souviens que les activités de la fanfare, je me souviens que pour faire des fonds, mettons, la fanfare faisait un tombola. Dans ce temps-là, la salle publique, c'était la salle Le Haut, deuxième étage de l'hôtel de ville. C'était la salle de l'hôtel de ville. Puis je me souviens, une fois, un dimanche après-midi, on faisait un tombola. Puis il y avait M. Desrochers qui tenait un kiosque, il vendait des liqueurs, puis des petits gâteaux, puis ces choses-là. Puis moi, il m'avait placé dans un kiosque à côté de son kiosque. Puis là, il y avait une cuve d'eau, pour cette grandeur-là, avec une secoupe au centre. Puis là, il fallait que les gens tirent des sous dans la secoupe. Puis s'ils restaient dans la secoupe, je leur donnais un prix. Mais ça ne fonctionnait pas bien. Fait qu'un dimanche, j'ai dit à M. Desrochers, il me donnait une liqueur de temps en temps pour m'encourager. J'ai dit à M. Desrochers, aujourd'hui, ça va marcher. Fait que ma mère a crié, levé les bras en l'air, approchez, puis tout ça. Mais à un moment donné, à force de crier, je me suis approché trop de la cuve, j'ai tombé dans l'eau. Fait que là, le monde m'a approché. Il y avait beaucoup d'activités de la fanfare, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose pour s'amuser, hein, fait qu'il faisait de la musique. Puis, je pense qu'à toutes les fêtes religieuses, la fanfare sortait. À l'église, le dimanche, il y avait un gazebo à l'extérieur, puis après la messe,
la fanfare faisait un concert. J'ai même lu à un moment donné que au début des années 1900, 1901, 1902, je pense, la fanfare pour la messe de minuit, la fanfare avait joué pour la messe de minuit, Pâques, des choses comme ça, mais à la messe de minuit, elle avait joué avant la messe, durant la messe, puis après la messe. Avec les prêtres, tout ça, puis Pidzis, finalement, a passé un nouveau règlement à l'effet que la musique comme ça, c'était terminé, puis qu'on arrêtait on tombait dans les chants d'église, mais c'était vraiment... Puis ensuite, la fanfare, je voulais dire aussi que finalement, les trois ancêtres là, qui ont été directeurs de la fanfare, ils ont dirigé la fanfare, mais ils ont formé les musiciens aussi. Puis tout ça, là, c'est vraiment sans être payé, là. Moi, j'étais pas là pour Jean-Baptiste puis Jean Onzo, son père, là. Mais c'était le soir, là. Tout ce monde-là travaillait, puis le soir, là, ils partaient, là, puis il y avait des jeunes avec eux autres, puis ils leur montraient la musique. Puis dans les familles, quand tu avais quelqu'un, finalement, dans ta famille qui faisait partie de la fanfare, ben, c'était une fierté un peu. C'était une fierté, tu sais, puis la musique qui se jouait, finalement, c'était pas des rigodons, c'était pas du violon. Je veux pas parler contre ça, c'est d'autres choses, mais c'était de la musique militaire, c'était des polkas, des valses, et puis c'était de la musique qui vient d'Europe, là, tout ça, là, tu sais. Donc, c'est quand même, dans une petite communauté comme nous autres, là, avoir fait une organisation comme ça, c'est important, parce qu'à l'époque, là, je pense que l'âge d'or de ça, ça a été à peu près dans les années 40, je pense. Ça s'est terminé au début des années 60, là. Mais dans les années 30, 40, là, Shawinigan avait une grosse fanfare, Trois-Rivières, Victoriaville, Sherbrooke avait des fanfares, Granby, là, Québec. T'sais, tout le monde avait sa fanfare. Puis il faisait, à un moment donné, une sorte de rassemblement, là, une fois par année, là, pour une compétition. Là, puis, ouais, il y a eu des festivals de fanfare. Ah oui. Il y a eu des festivals, ça devait... Puis, tantôt, on parlait de Jean Lonzo, son père. Son père, moi, je lisais, parce que moi, ce que je raconte, c'est des choses que j'ai lues, j'étais pas là, là. Il partait aux pratiques de fanfare le soir avec ses 4 garçons. Puis les filles étaient toutes... Ici, toutes les filles étaient musiciennes. La plupart jouaient du piano, puis tout ça, ça veut dire que tout le monde jouait un instrument de musique. Puis, oui. Excepté moi. Oui, ça a été une mouton noir un peu. Puis ensuite, les premières pratiques là, se sont faites ici, dans le salon, ici ou dans la cuisine. Mais là, n'oubliez pas que dans cette maison-là, ici, il y avait des enfants. Comme, je sais pas si toi, tu étais né. Je peux vous le compter, puis, ça. Oui, puis ça a l'air que, écoutez, là, montrer des gens là, de la trompette, du trombone, là, ça fait du tapage. Hein. Puis quand tu as toute ta petite maison avec tes bébés, puis ta tata, là, tu sais, il y a eu du monde patient. Hein? Ça, ici, là, le mur n'était pas là, c'était une porte d'âge, voilà. Puis de l'autre côté, il y avait un salon aussi grand que celui-là ici. Ça faisait un grand salon. À cette époque-là, il n'y avait pas de salle pour la fanfare, puis il y avait un orchestre en plus. Bon. Fait que là, le dimanche après-midi, l'hiver, les musiciens s'en venaient ici, s'installaient tout le tour des deux salons. Puis là, ils pratiquaient. Mais moi, petit Jacques, là, j'étais dans la cuisine. Puis là, entendre cette musique-là, la musique, c'est beau quand c'est bien joué, mais quand c'est pratiqué, c'est pas bien beau. Je me souviens que là, ici, là, quand les musiciens étaient ici, ils disaient « Petit Jacques, c'est toi qui vas remplacer ton père. Ouais. » À un moment donné, il n'y avait pas personne dans la maison. Puis les instruments de musique étaient là près du piano, fait que j'ai pris, j'ai ouvert la boîte de musique d'un cornet, c'était pas une trompette, c'était un cornet. Fait que là, j'ai essayé de souffler là-dedans. J'ai jamais été capable. J'ai dit, je serais jamais capable de faire ça. Oui. Mais son père, Jean Alonzo, c'est son père, hein, c'était un très bon musicien. Il était trompettiste, cornettiste ou trompettiste, là. Cornettiste. Cornettiste, là, c'est ça. Puis c'est un gars qui moi, j'ai vu les partitions de musique qu'il jouait, là, c'était des affaires compliquées. Puis il avait été demandé par la fanfare de Boston pour tomber soliste aux États-Unis de la fanfare. Puis finalement, ça n'a pas marché parce que il y avait la ferme se passait d'un fils à l'autre. Puis normalement, c'était Edgar, le plus jeune, qui est mort malheureusement. Je pourrais vous montrer une photo tantôt, là. Il est mort à 14 ans d'une épidémie. Donc, son père, finalement, il était obligé de prendre la ferme. Mais moi, je pense
Je pense que si sa vie s'arrêtait d'être musicien, parce qu'il il était vraiment très talentueux. Puis la fanfare, quand Jean Alonso n'était pas là, la fanfare, je pense, sortait pas. Là. Puis il était très bon. Puis n'empêche que Jean-Baptiste aussi, son père, c'était la même chose. Jean-Baptiste, il jouait, il pratiquait le soir après souper. Puis quand il labourait ses champs, là, il arrêtait les chevaux à un moment donné, là, puis il avait son cornet, puis il jouait. Là. C'était vraiment du monde passionné. C'est des gens très passionnants. Ça, c'est arrivé, c'est parce que au début, la fanfare, quand ils ont fondé la fanfare, c'était tous des musiciens comme ça, avec des instruments qui, plus ou moins... Là, il y avait c'était sous le régime anglais. Puis il y avait un régiment qui était à Lac-Mégantic. Puis ils ont vu qu'il y avait des musiciens ici, des bons musiciens, puis il avait dit à mon grand-père, si tu veux venir faire partie de notre régiment, ben on va te fournir les costumes de fanfare, plus les instruments. À condition que vous veniez passer 10 jours à chaque année au camp. Fait que c'est ça qui est arrivé, il allait au camp. Puis c'est là qu'a développé mon père, c'est de la musique militaire. Puis la musique militaire, ça jouait avec un cornet, il y avait plutôt que des cornets que des trompettes. Puis il y avait ce qu'on appelle le triple tone là-dedans, parce qu'on retrouve ça dans les marches militaires américaines, là, Star and Star. C'est une technique ouais. Pour jouer là. Bon, ok. Puis là, c'est ça, c'est comme ça qu'il est devenu un spécialiste de ce genre de musique-là, un triple tone, c'est comme une petite variation. En 1885, il y a eu un gros feu qui s'est développé, qui s'appelait Civil. C'était durant le mois de mai, une journée très chaude, venteuse. Le feu a pris en avant de la maison Cormier. C'était une fonderie qu'il y avait là, en avant de la maison Cormier. Puis avec le vent, finalement, les cendres se sont répandues partout dans le village. Jean-Baptiste était maire de Plessisville à l'époque. Donc le village a brûlé presque au complet. Il y avait combien de maisons? On a de la misère à avoir l'heure juste sur les maisons parce que... Soixantaine de maisons. Environ une soixantaine de maisons, presque tout a brûlé. L'église, le presbytère a brûlé. Ensuite, la maison Cormier, je pense que oui, là, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça a fait un gros ravage. Puis finalement, une des seules maisons qui a été épargnée, c'est la nôtre, parce que nous autres, on était vraiment au début du village, on était loin. La grange en arrière, nous autres, a brûlé. Mais la maison, il s'est été épargnée. Combien de maisons sont restées debout? Peut-être 6-7, je ne sais pas. Là. Mais franchement, c'était une grosse épreuve. Puis là, ils ont tout reconstruit finalement. Puis ça a pris 1 année et demie, 2 ans peut-être, puis vraiment le village a été construit. Mais en revenant ici alentour, c'est que finalement le village a grossi tout le temps. Puis à un moment donné, les terrains se sont vendus. Puis c'est ça, les maisons se sont construites après la vente des terrains. Savez-vous qu'à la fin des années 40, là, dans le périmètre de la ville de Plessisville, qui est de 4,4 km², il y avait 12 fermes. Puis il y avait une ferme juste au centre-ville, à l'endroit qui est la bijouterie Bellemare, je ne sais pas si ça existe encore, la bijouterie Bellemare. Il y avait une ferme là, à Pierre-Cormier, il y avait une ferme là, en arrière de la bijouterie. La bijouterie, il n'y avait rien en avant, là. Ils avaient une ferme là. Puis il y avait 12 fermes autour, c'est beaucoup. On s'imagine pas ça. Oui. Partout ici, c'était des champs. Hein. Quand on allait à l'école, le prochain voisin, c'était M. Jean, ça, M. Provencher, ouais. C'est très au début, ici, on s'est fait un petit musée ici en arrière. On a toutes des vieilles choses pour travailler, toutes sortes de choses. Là. On a des scies là, pour la glace l'hiver. Il n'y avait pas de frigidaire dans ça là. Il allait sous la rivière, il y avait une grosse scie avec une poignée, puis il sciait des blocs de glace. Puis là, il mettait ça sur une charrette, là, puis il emmenait ça dans le hangar ici en arrière. Il y avait un convoyeur. Oui. Il prenait les morceaux de glace, il montait sur un convoyeur, puis il changeait dans des voitures. Puis il y avait une glacière qu'on appelle, là, près de la rivière, qui entreposait la glace là, parce que Raoul Provencher, qui restait le voisin, là, il vendait de la glace. Puis les maisons, on n'avait pas de réfrigérateur, on avait une petite glacière. Puis là, il arrivait à tous les jours avec son morceau de glace.
Puis là, ça coûtait 5 cents. Une scène, ça dépendait la grosseur du morceau de glace. On mettait ça dans la glacière. Puis c'était ça qu'on avait pour tenir les aliments frais, conserver les aliments un petit peu. Au début, là, quand Jean et Julie Cormier se sont installés ici, là, il n'y avait pas, je pense pas, il n'y avait pas un gros magasin général. Là. C'est pour ça qu'ici, on retrouve des choses pour faire la boucherie. On voit des choses pour des appareils pour faire les souliers. Ils faisaient leurs souliers eux autres mêmes. Puis les colliers pour les chevaux, tout ça. Il fallait que tu sois bricoleur pas mal. Finalement, tu arrivais ici, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis tu avais une famille, puis il fallait que tu survives. Puis ça fait que les gens, ils étaient débrouillards. Il y a beaucoup de choses, de métiers qu'ils faisaient. Après ça, ça a été d'autres choses, mais... À chaque automne, on faisait boucher. Puis c'était M. Pierre Cormier qui venait, qui était comment dire ça, c'est lui qui saignait les cochons. Puis c'est ça, il faisait une boucherie, puis là c'était comme une fête, puis tout le monde se mettait après ça pour faire boucher. Il entreposait ça pour l'hiver. Il faisait un baril de lard salé qu'on trouvait dans le sous-sol ici. Là. Puis ma mère, elle faisait du vin. Elle achetait du raisin sec, là, puis elle faisait une grosse jarre. Tu veux l'avoir encore, cette jarre-là? Oui. Elle faisait une grosse batch de vin. Vin de raisin. Super. Si on passait, par exemple, au motel de la Clairefontaine, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça le motel de la Clairefontaine, ça, c'est un petit peu plus tard. Mon père, finalement, au début, il travaillait, au début de son mariage, là, dans les années 40, 47, je crois, 48, il s'est marié. Il a travaillé à la compagnie Forano aussi quelques années. Puis après ça, à un moment donné, il s'est parti à son compte. Avant d'ouvrir le motel, ici, il a commencé par, on appelle ça un restroom, là. Ça existe encore, là. C'était une sorte de place pour... il y avait une pancarte, là, puis les gens qui passaient ici en face, là, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Transcanadienne. La Transcanadienne n'existait pas. La 116, on appelait ça la route 5. Donc, c'était Victoriaville, puis ça partait de Sherbrooke, puis Danville, puis Warwick, là, puis Victoriaville, Princeville, Plessisville. Ensuite de ça, c'était Laurierville, Dosquet, puis là, on s'en va jusqu'à Québec, comme ça. Puis, ici, durant l'été, il y a beaucoup de monde qui passait ici, surtout des Américains, parce qu'ils allaient à Saint-Anne-de-Beaupré. À cette époque-là, il y avait beaucoup de miracles. Je ne sais pas si vous êtes trop jeunes, vous n'êtes pas allés voir ça, vous autres, là. Mais tu sais, on voit là, qu'il y a des gens qui ont guéri, puis il y a des béquilles là, accrochées un peu partout. Donc, l'été, là, c'était ça. Ça fait que papa, finalement, il avait la chance d'avoir le terrain pas cher, parce que c'était sur la terre des vallées. Ça fait que là, il a commencé, il a ouvert une section de 10 chambres de motel. Motel, ça venait du côté américain, c'était nouveau. Puis là, il a fait une maison, c'était comme une maison pour faire un restaurant. Il se disait, si ça ne marche pas, ben, je vais faire ma maison avec ça. Ça fait que c'était en 1953 que ça a commencé. Puis durant l'été, là, finalement, les gens passaient ici, puis le petit motel, c'était plein tout le temps. Puis je ne suis pas sûr, mais d'ici à Sherbrooke, là, ou d'ici à Québec, là, on a certainement été un des premiers ici là, à ouvrir. Parce qu'après ça, à Victoriaville, ça s'est bâti. Et l'année que ton père a ouvert ça, il en a ouvert 3 en même temps. Oui, c'est ça. C'était un petit peu une mode, un peu. Puis moi, dans le journal Le Fédéral, j'ai vu l'annonce là, du motel qui ouvrait, puis c'était marqué « eau courante ». Il disait qu'il y avait de l'eau courante. Ça fait que ça veut tout dire. Puis ça, c'était en 1953. Puis c'est comme ça. Puis là, mon père et ma mère, finalement, ils ont gardé ça toutes ces années. Puis ensuite, je me souviens aussi que l'été, papa, il avait loué des films le fils du film, là, national du film. Puis il avait monté un écran dans le parterre, avec une toile, un drap, là. Puis là, c'était un film sur une scène, c'était Jean... je l'ai fait longtemps, ça, projeter les films. C'est l'Office national du film qui me fournissait un lot de films, mettons 10-12 films, puis le soir, pour distraire les touristes, ben, ils s'assoyaient sur les chaises de parterre, puis là, on faisait un petit film. Bon, c'est ça. Puis ensuite, mon père, quand il avait besoin de cuisinière, ben là, il prenait son auto, puis il s'en allait dans les campagnes, là, puis là, il allait chercher une bonne cuisinière, une madame, tu sais, qui avait du talent en cuisine, là, puis elle venait ici parce qu'au début, c'était ouvert seulement que l'été. Ça fait que ces gens-là, il y en avait une de Saint-Pierre-Baptiste, là, puis
Il venait ici, là, puis il servait une cuisine de terroir, tu sais. Ben, c'est une cuisine canadienne, là, tu sais, que tout le monde aimait, là, tu sais. Puis ça a été la première partie, finalement, de chez nous, là, pour le restaurant, là. Puis vous avez repris ça par après? Bien, nous autres, on a repris ça par après, puis on a pris la succession en 76. Hélène puis moi, on a fait ça durant 30 ans, puis on a suivi des cours en hôtellerie, moi en sommellerie, là, tu sais. Puis là, on s'est mis à prendre le goût à ça, puis on est allé voyager dans des vignobles en Europe, puis ça, puis dans les écoles sur la rue Saint-Denis, finalement, ben, on a rencontré d'autres mondes qui s'intéressaient au métier. Puis là, finalement, on a rehaussé finalement le niveau de la cuisine. On s'est ramassé avec 4 diamants. Au Québec, on était 27 établissements qui avaient la cote 4 diamants. Puis on a eu ça durant 4 années consécutives. Au Grand Prix du tourisme, on a gagné plusieurs fois pour le centre du Québec, là. Donc, on était sur notre aire d'aller vraiment... mais ça, on parle des années 80, là. C'était plus des années 80, jusqu'à les années 2000, 2002, 2003. Sur à peu près une vingtaine d'années. On a eu du succès avec ça, pas mal. On avait une bonne réputation, tu sais, on était passionnés. Chaque famille a son histoire. Tu rencontres des gens, là, puis ils vont te raconter leur histoire. À l'endroit où je demeure, moi, maintenant, là, je ne connais pas les gens, on ne connaît pas leur nom de famille, on connaît juste les prénoms. Puis là, ils commencent à te raconter leur histoire. Chaque famille a son histoire. Puis je veux dire, c'est que la véritable histoire du Québec, c'est l'histoire des familles. Oui. Puis lorsqu'on va chez les antiquaires, on s'est promené pas mal chez les antiquaires. Puis quand on arrive à quelque part, à un moment donné, on voit un personnage dans un beau cadre comme ça, là, tu sais, puis qui est à vendre, je me dis à moi-même, là, ce monsieur-là, ou cette madame-là, ou ce couple-là, là, ils ont une famille quelque part, là. Comment ça se fait que personne a conservé ça, puis n'importe qui peut acheter ça, puis, hein? Je trouve ça triste. Je trouve ça triste, tu sais, que les gens... Oui, mais ça reste que c'est pas tout le monde qui a une grande maison comme la tienne. Tu peux garder tout ça, là. Des hangars. Oui, c'est ça, c'est une fausse raison.